On est très très content avec Fabien de vous inviter sur ce premier échange, le premier d'une longue série, puisqu'en fait on va vous proposer tous les mois, donc tous les premiers vendredis de chaque mois, un échange comme ça avec Fabien de Prélis Family sur des thèmes. Des thèmes. Vous verrez, il y a déjà un planning de fait. Donc aujourd'hui, le premier thème, c'est la SCI. Tout le monde en parle, c'est la baguette magique, on va en parler. On va vous expliquer à quoi ça sert, les avantages, les inconvénients. Et donc, pendant 20 minutes, moi, je vais cuisiner Fabien, donc, qui est mon associé sur Prélis Family. Et ensuite, il y aura un temps d'échange, donc questions-réponses. Et je vous invite, là, je vois qu'il y en a beaucoup qui nous disent bonjour. Donc, bonjour tout le monde, c'est très sympa. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc là, on commence à être 150, 170, ça monte. On attend un petit peu, parce que ça continue de monter. Ah, bonjour de Fouras. J'ai un bonjour de Fouras. Je connais bien Fouras. Ok, bonjour. Voilà, donc 20 minutes d'échange. Et n'hésitez pas, pendant l'échange, à poser vos questions dans le chat. Comme ça, moi, j'y répondrai. Je poserai les questions à Fabien après. Donc ensuite, ça durera en tout et pour tout 20 minutes, plus ce temps d'échange de 15, 20, 25 minutes, selon le nombre de questions. Voilà. Écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ah bon, Fabien? Allons-y, je t'écoute. Allez. Donc, comme d'habitude, tu nous synthétises, puisque je sais que tu es un technicien hors pair et que c'est toujours compliqué pour les techniciens de synthétiser les réponses, qui peuvent être très techniques. Mais première question générale, c'est quoi une SCI? Qu'est-ce qu'une SCI? Alors, là, je vais être synthétique pour celle-là alors. Société Ouais. civile immobilière. C'est vrai que tu parlais de ça, la baguette magique évoquée par tout le monde, qui fait tout et qui sait tout faire. Donc, bon, c'est une société civile, contrairement à d'autres types de structures, hein, que sont la SARL ou la SAS, qui sont des sociétés dites commerciales. Et puis, généralement, la société civile immobilière, comme elle porte bien son nom, c'est qu'elle a vocation à détenir à plusieurs un ou des biens immobiliers que l'on peut loger à l'intérieur. Ok. Et alors, dis-nous un peu, dans quel cas, pourquoi faire une SCI? Allez, je vais citer trois réponses. La première, éviter l'indivision. C'est vraiment le cas où aujourd'hui on essaye d'utiliser au mieux la SCI pour nos clients. Lorsque, et en France aujourd'hui, on a beaucoup de familles recomposées ou du PACS ou du concubinage, et que l'indivision pose problème dans la prise de décision, puisque l'indivision, c'est l'unanimité dans la décision. Donc, on utilise ça pour faciliter et fluidifier la prise de décision. Ensuite, la SCI, on l'utilise beaucoup pour l'imposition, pour choisir son régime d'imposition. On parle souvent de SCI à l'impôt sur le revenu et de SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc, voilà. Et puis, je dirais aussi qu'on utilise la SCI pour distinguer en fait qui est propriétaire des biens de qui a le pouvoir de décision, donc la gérance dans une SCI. Donc, pour faire simple, on peut avoir les enfants qui détiennent 90% d'une SCI, les parents 5 et 5, et que ce soit les parents qui se nomment gérants à vie et qui entretiennent le patrimoine futur des enfants. Voilà. Ok. Petite précision pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez poser vos questions si vous en avez dans le chat, et on y répondra après ce temps d'échange qui va durer une vingtaine de minutes. Je rebondis là-dessus. Qu'est-ce qui te gêne dans ce format de l'indivision? Pourquoi est-ce qu'il faut éviter d'être en indivision sur un bien immobilier? La problématique de l'indivision, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que pour toute prise de décision, hormis à ce qu'il y ait des conventions d'indivision, mais ce qui n'existe jamais dans les faits et dans la réalité, ça peut se faire, mais c'est très rare sur le terrain, c'est que pour toute décision, par exemple des travaux de 100 000 euros de toiture qui vont permettre au bien de ne pas perdre de valeur, il faut l'avis de 4, 5, 6 personnes. Et on sait bien dans la vie que toute la famille s'entend toujours très bien, qu'il n'y a jamais de divorce, qu'il n'y a jamais de conflit entre les frères et sœurs. Donc quelquefois, il vaut mieux mettre ça sous couvert d'une SCI, bien rédiger les statuts pour savoir les pouvoirs de la gérance et que le gérant puisse engager les dépenses dans l'intérêt de la famille et de gérer les discordances familiales après sous d'autres angles. Ok, donc ça peut créer des points de blocage, cette indivision. C'est plus que des points de blocage, c'est que certains biens que vous voyez peut-être un petit peu partout autour de chez vous, qui sont à l'abandon, c'est peut-être une indivision
et des conflits familiaux qui naissent. Ok, du coup, parlons-en tout de suite, puisqu'on démarre là-dessus. Est-ce que tu vois ou est-ce qu'il existe des inconvénients à créer une SCI? Des inconvénients, je vais en citer deux. La première, c'est que c'est des formalités et du formalisme. Comme on le dit, c'est une société civile, donc c'est une société. Donc ce qui dit société dit rédaction des statuts, donc dit coût de formalité, de rédaction des statuts, d'enregistrement en greffe, publication au journal officiel. Formalité, tenue d'une assemblée générale régulière, ouverture d'un compte bancaire. Enfin, il y a pas mal de petites choses dans le formalisme et dans les formalités qui peuvent être perturbantes pour certains dans la SCI. Ok, et le coût? Oui, le coût, globalement, je dirais en moyenne, hein, bien entendu, il faut compter 1 500 € au départ pour l'ouverture de sa SCI. On a entre 1 000 et 1 200 € plutôt de rédaction statutaire. Et on a 300-350 € de frais de formalité, donc greffe et journal officiel. Ok. Alors, ouais, je rebondis sur le coût parce qu'on voit, moi le premier, puis les clients aussi, on voit des propositions sur des sites internet qui fonctionnent très bien d'ailleurs, hein, de création et de rédaction de statuts, d'ailleurs SCI, SARL, SAS, à 300, 400 €. Alors, qu'est-ce qui justifie la différence de coût entre 400 et 1000 ou 1200 €? Qu'est-ce qui justifie ça? Je vais te faire une réponse humoristique, Damien. Clic droit coller, clic gauche copier, ou le contraire, copier-coller. Non, pour être sérieux, c'est copier-coller, désolé. Aujourd'hui, des statuts types, on peut en avoir. Bien sûr que sur Internet, ça regorge de statuts types, et dans tout métier, on peut voir des préconisations types pour tout. Sauf que, par exemple, dans une SCI, j'ai juste cité un point, je parlais de la gérance, je parlais des pouvoirs de la gérance. S'ils ne sont pas bien figés dans les statuts, qui sont les règles du jeu pour moi, hein, de la SCI, de l'entente entre associés, si tout ça n'est pas bien fixé, comment prendre les bonnes décisions? Le quorum, la majorité, par exemple les clauses d'agrément aussi. Clause d'agrément, c'est quoi? C'est que si un associé veut céder ou si un associé décède, qui a le droit de venir à sa place au niveau de la structure? Si on a une clause d'agrément forte, les autres associés peuvent choisir qui sera leur futur associé de demain. S'il n'y a pas de clause d'agrément, je décède où je veux vendre, je peux vendre un tiers, je peux vendre à un cousin, je peux vendre à des personnes que tu n'as pas envie de voir, toi, par exemple, en tant qu'associé dans ma société. Donc tout ça, ce sont, et pour avoir vu, ce n'est pas des prestations qui sont regardées, c'est vraiment combien d'associés, votre date de naissance, donnez-moi tel document, et hop, votre SCI est créé. Donc voilà. Ok, donc tu es en train de dire qu'un copier-coller de statut est possible dans pas mal de cas, ça peut très bien. Oui. Mais il y a pas mal de cas aussi où mal étudié, mal préparé en fonction du profil, du patrimoine et des objectifs, ça peut mal se passer lors de décisions de sortie de la SCI, quoi. C'est ça? Exactement. Ça peut tourner vite au vinaigre si finalement toutes les questions qui fâchent n'ont pas été posées au départ pour fixer les règles du jeu. Et c'est ce qu'on fait chez Prélis Family pour être sûr qu'on ne loupe rien dans la SCI. Alors, une autre question, nous, qu'on entend beaucoup dans notre réseau là, de Prélis Courtage, parce qu'on fait du prêt immobilier chez Prélis Courtage, et dont nos courtiers entendent souvent les clients leur dire je vais acheter ma résidence principale via une SCI. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Pourquoi le faire? Explique-nous un peu ça. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, puisque si on est une famille recomposée, si on a envie d'anticiper sa transmission, éviter l'indivision, tout ce que j'ai évoqué comme avantage finalement de la SCI, bien sûr qu'il est intéressant de mettre sa résidence principale dans la SCI. Par contre, il va falloir veiller à quelques petites choses qui sont importantes. Je pense notamment à certains avantages juridiques et fiscaux que l'on perd quand on est en SCI versus quand on est en direct. 3 exemples très rapides. L'abattement en cas de succession, quand il m'arrive quelque chose et que j'ai ma résidence principale en direct, j'ai un abattement de 20%, je le perds au titre de mes parts sociales de SCI. Si je suis à l'IFI, je souhaite à tous les participants d'y être. Malheureusement, vous serez redevable de l'IFI sur une base de 100% de vos droits sociaux, hormis quand vous êtes en direct, vous avez un abattement de 30%.
sur la résidence principale. Et puis la protection du logement de la famille, très important. Quand on est des familles recomposées, la résidence principale fait l'objet d'une grosse protection. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon il pourrait passer 4 heures. Mais dans les statuts, voilà, encore une fois, hein, on peut mettre des petites clauses qui permettent aux conjoints d'être bien protégés pour continuer de jouir et d'habiter et de profiter de la résidence principale, qui est souvent l'actif principal des personnes. Ok, donc toi, tu conseillerais pour toi, la SCI familiale est une bonne idée. Oui, la SCI familiale, ben, encore une fois, ça a deux vertus. La première vertu, elle est plutôt éducative, c'est d'intéresser les enfants rapidement à la gestion d'un patrimoine immobilier, de voir comment ils réagissent et qui pourra prendre la suite après dans la gestion quand les parents malheureusement ne seront plus là. Puis ensuite, tu as une autre vertu, c'est que aujourd'hui, quand on parle de transmission, qui est souvent un autre sujet, je dis toujours à mes clients, pourquoi mettre en place dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, une stratégie de donation, 100 000 euros tous les 15 ans, c'est le plafond aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, on va acheter un bien immobilier ensemble et qu'on pourrait réfléchir tout de suite à faire devenir vos enfants propriétaires. Donc voilà, trop tôt, trop tard, je pense que ça fera aussi l'objet d'un autre webinaire sur quand donner. Ouais, après, on a quelques frottements, notamment nous, en banque, pour le financement, avec des enfants mineurs présents dans la SCI. Ça, les banques, très souvent, n'aiment pas ça. Oui, bah oui, société civile veut dire la responsabilité indéfinie. Donc, mettre une responsabilité ou une dette sur la tête d'un enfant mineur peut devenir bloquant. Certaines banques refusent d'y aller. Certaines banques, dans leur contrat de prêt, mettent des clauses spécifiques pour éviter ce problème. Là, je pense que c'est plus la partie de Prélis Courtage et son expertise qui peut accompagner en complément de Prélis Family sur ces sujets-là. C'est ça. OK. Alors, grosse question. D'ailleurs, j'ai déjà des questions dans le chat à ce sujet-là. Ah. C'est normal. SCI à l'IR, impôt sur le revenu, ou SCI à l'IS, impôt société. Je me demandais si on aurait la question sur la SCI à l'IR ou à l'IS, forcément, on va y venir. Vous avez le choix entre deux maladies dans le temps. Vous avez le choix entre la peste et le choléra. Donc, choisir l'IR, vous choisirez les parallèles. Bon, je vais essayer de faire simple. C'est que aujourd'hui, vous avez 2 temps dans le phase de vie d'une SCI. Le premier temps, c'est quand vous encaissez les loyers, donc quand vous louez un bien immobilier. Puis le deuxième temps, c'est quand vous vendez le bien immobilier. Si je prends ce premier temps, dans une SCI à l'impôt sur le revenu, pour faire simple, c'est comme si les associés n'existaient pas. C'est-à-dire que les résultats de la SCI vont être taxés entre les mains des associés qui sont les détenteurs de parts. Et donc, on va ajouter ces revenus-là à leurs revenus d'activité, donc taxables, à l'impôt sur le revenu barème progressif, donc 11, 30, 41, 45, donc souvent très rapidement 30, plus 17,2 de prélèvements sociaux. On arrive vite à la moitié du résultat que l'administration fiscale s'approprie. Et on le voit bien, quand on a un loyer de 10 000 et quand on a un crédit de 10 000 dans l'année, pour faire très simple, bah oui, il n'y a pas de trésorerie. Par contre, l'administration, elle, ne retient que les intérêts d'emprunt. Donc, on se retrouve avec un effet ciseau où on paye de l'impôt sur de la trésorerie qu'on n'a pas. Donc, tout le monde se tourne vers l'IS, où là, pendant la vie de la société, il y a quelque chose de magique qui s'appelle les amortissements. Les amortissements, c'est quoi? C'est qu'on vient prendre une petite partie du prix du bien immobilier, on va le découper en 20e, et chaque année, on va venir mettre ce petit 20e, ce petit 30e en charge. Et donc, globalement, encore une fois, dans le timing pour faire simple, pendant la vie de la SCI à l'IS, quand c'est bien monté, on va payer 0 impôt. Donc, c'est magique. D'un côté, on se fait massacrer parce qu'on paye de l'impôt sur de la trésor qu'on n'a pas. De l'autre côté, on se génère de la trésor et on ne paye pas d'impôt. Par contre, je parlais de 2 phases. Au moment de la revente, quand on est à l'impôt sur le revenu, là, on a, même si certains disent que c'est long, à 22 ans, une exonération d'impôt totale à 30 ans, puis c'est dégressif de la 5e année à la 22e et de la 5e année à la 30e pour les prélèvements sociaux. Par contre, à l'IS, c'est le gros massacre puisque l'administration va remettre en cause tous les amortissements qu'on a pratiqués et nous taxer en une seule fois. Mais tu me diras, c'est quand on a le prix de vente qu'on est taxé, donc on n'a pas de débourse sur sa trésorerie personnelle. Ok, donc en fait, pour résumer, c'est soit on paye les impôts au fur et à mesure des années
d'investissement, ou alors on ne les paye pas du tout pendant les années d'amortissement et de loyer, et on les paye à la fin en cas de revente, si on revend. Donc Uniquement si on revend, tout à fait. Finalement, l'outil de la SCI est quand même intéressant si tu achètes un bien que tu amortis et que tu le gardes 20 ans, 30 ans pour une rente à la retraite. C'est aujourd'hui la plus grosse stratégie qui est appliquée, c'est devenir la SCI devient la tirelire, le petit cochon qu'on pose sur le petit meuble juste à côté de soi, et qui grossit par ce patrimoine, puisque très faiblement taxé, et on en retire les profits dans le temps à la retraite, et où on transmet à ses enfants quelque chose de magique avec du cash flow, enfin des revenus très importants. Effectivement. Il me reste je te coupe, deux, trois questions, Fabien. Je reprécise là, toutes les questions, parce qu'on commence à avoir beaucoup de questions. On prendra le temps, on a le temps là, de répondre à toutes les questions. Donc, attendez, on va prendre du temps pour tout le monde aura sa réponse. Question un peu plus légère, comme ça, mais qu'on entend aussi sur le terrain. Est-ce qu'on peut aller au distributeur avec une carte bleue et retirer du liquide sur une SCI? Est-ce que c'est possible? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut acheter sa baguette de pain avec sa SCI, par exemple? Effectivement, hein, avec un sans contact aussi. Je vais faire simple. On va là aussi malheureusement distinguer entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, même si la baguette de pain n'a rien à voir avec l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Quand on est à l'impôt sur le revenu, je vous ai dit que c'était transparent. C'est-à-dire que les associés sont taxés comme si c'était eux qui détenaient le capital. Donc là, oui, s'il y a de la trésorerie sur la SCI, comme ils sont taxés d'office, entre guillemets, sur les revenus, il n'y a pas de souci. Ils peuvent utiliser une carte bleue. Bon, bien sûr, la dépense ne sera pas déductible de quoi que ce soit. Hein, c'est de la trésorerie disponible, comme si c'était leur compte bancaire. À l'IS, c'est un peu plus délicat. On va parler de soit c'est de l'apport que les clients ont fait, donc on parle de compte courant d'associés. Donc là, oui, ils ont le droit de récupérer leur compte courant, donc retirer avec leur carte bleue ce qu'ils veulent. Par contre, s'il n'y a pas de compte courant, donc il n'y a pas d'apport, ça s'appelle une distribution, ça s'appelle un dividende. Et là, la baguette de pain, elle va coûter beaucoup plus cher. Elle va passer d'1,20 €. On rajoute la flat tax de 30%. Donc, on va passer vite à 1,50 €, 1,60 €. Il faudra trouver une autre solution. Ouais, donc la baguette de pain, prix de l'inflation, on en a assez en ce moment de l'inflation, je crois, non? On va arrêter là sur l'inflation. On va éviter des sujets qui fâchent. On va parler d'autres choses. Ok, merci pour la réponse. Alors, question aussi récurrente, quand tu vends ton bien, donc est-ce que tu fais une vente immobilière classique? Est-ce que tu vends l'appartement, la maison directement, ou est-ce que tu vends des parts de SCI? Est-ce que tu cèdes des parts? Quelle est la meilleure formule, ou est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Alors, quand on vend un bien immobilier, généralement, on vend le bien immobilier. C'est très rare. Alors, ça existe, hein, bien sûr, la cession de parts de SCI. Ça peut avoir des intérêts patrimoniaux, mais généralement, et notamment dans la partie financement, il est beaucoup plus simple de vendre le bien immobilier en direct plutôt que de vendre des parts. Voilà, ça a d'autres problématiques. À l'impôt sur le revenu, l'un ou l'autre, on bénéficie des 22 années au titre de l'IR et des 30 ans. À l'IS, quand on cède les parts, c'est de la plus-value de valeur mobilière. À l'intérieur, c'est le massacre que j'expliquais tout à l'heure. Ok. Et alors, du coup, pour terminer, alors là, je te félicite encore, on va rentrer dans les 20 minutes parfait, le timing parfait, pour éviter d'y passer 1 heure pour tout le monde. Comment est-ce qu'on ferme? Comment est-ce qu'on peut arrêter une SCI? Ça se ferme comment? C'est assez simple, hein. En fait, les associés se mettent d'accord entre eux donc, lors d'une assemblée générale. Alors là, elle sera extraordinaire. Ils votent l'arrêt de la SCI. Donc, en fait, ils vont voter la liquidation des biens qui sont dans la SCI. Ils vont rembourser potentiellement le capital restant dû. Et puis, il va y rester une quote-part de trésorerie et ils vont faire une liquidation. Donc, ils vont récupérer à prorata de leur part les actifs, enfin, donc les liquidités. Puis ensuite, il y a encore un peu de formalisme. Donc, comme tu le vois, de PV d'AG et de boni, plus derrière, après, des formalités de greffe qui vont aller jusqu'à 600, 700, 800 € pour 2 publications, 2 parutions au journal officiel et la dissolution totale de la SCI. Ok, donc encore ce petit inconvénient de formalité, d'administratif et de coût de formalité, finalement. Effectivement, hein, si c'est pour créer une SCI, puis 5 ans après la fermer, donc tu vois, le coût de création, voilà, il faut vraiment se poser la question. C'est vraiment un outil patrimonial de détention à moyen long terme d'un actif immobilier en famille ou entre associés, effectivement. Okay. Question terminée. Merci Fabien pour le timing. On est parfait là, 20 minutes pile. On arrête à 20 minutes pile.
On a pas mal de questions, donc on va répondre à toutes ces questions-là une par une. Avant de répondre aux questions, là, vous avez sous les yeux, je vais vous expliquer ou réexpliquer pour certains, ce que l'on fait chez Prélis Family. Donc, c'est des services que dont vous pouvez bénéficier vous, mais surtout aussi vos clients. Donc, si vous avez besoin d'ailleurs de signer une convention, parce qu'on vous rémunère en tant que partenaire sur toutes les prestations que vous voyez là, je vous invite à rentrer en contact avec votre conseiller en prêt immobilier chez Prélis Courtage ou en prêt pro. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, on fait tout ce qui est audit. Donc là, le thème de la SCI, il va avec l'audit immobilier, c'est-à-dire qu'on fait des audits immobiliers qu'on remet aux clients pour conseiller sur le mode de détention. Est-ce qu'il faut faire une SCI? Est-ce qu'il faut acheter en direct? Quelle est la pression fiscale dans tel ou tel cas? On calcule tous les impôts dans tel ou tel cas. On fait un audit. On peut faire un audit impôt sur le revenu. Donc là, c'est pour maîtriser la pression fiscale, expliquer les solutions qu'il peut y avoir sur le marché pour baisser ses impôts. Puis voir s'il n'y a pas d'erreur dans la déclaration d'impôt d'ailleurs. Un audit sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, un audit retraite qui sert à calculer les droits à la retraite, mais surtout à vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de cas où certains employeurs n'ont pas déclaré. Donc, s'il est temps de rattraper ça et de déclarer ce qui n'a pas été déclaré, ça va gonfler le montant de la retraite après. Audit de transmission, c'est pour calculer les droits. Est-ce que c'est judicieux de transmettre maintenant, pas maintenant, combien ça coûte? L'audit de prévoyance, savoir si on est bien couvert. Et l'audit patrimonial, donc c'est le bilan patrimonial. Ça, c'est surtout pour des professions libérales ou chefs d'entreprise. Ça, c'est un contrôle technique, en fait. On appelle ça comme ça, pour comprendre simplement. C'est un contrôle technique du patrimoine perso, pro, pour ensuite mettre des stratégies en place, s'il y a des stratégies à mettre en place pour optimiser les impôts, préparer la succession, lever des fonds. Voilà, c'est pas mal de stratégies. Et on a, depuis pas très longtemps, parce que ça, c'est la demande de nos clients, on a créé une consultation patrimoniale pour 190 € TTC, donc c'est pas très cher. Et ça, c'est en fait 1 heure de visio avec un conseiller en gestion de patrimoine de chez nous, puisqu'en fait, on a 4 conseillers en gestion de patrimoine pour poser toutes les questions. Donc, vous pouvez très bien payer 190 € et poser toutes vos questions d'impôts, de patrimoine, de succession, de tout ce que vous voulez. On a aussi tout ce qui est l'assistance à la déclaration d'impôt. Donc, on fait l'assistance à la déclaration d'impôt pour tous les clients. Et justement, on a eu la question, là, notamment ici, on rédige, donc on conseille sur le choix de la structure, soit SCI, SARL ou SAS, et on rédige les statuts de ces sociétés-là, on les dépose au greffe, donc on crée les sociétés pour vous, pour les clients, pour tout le monde. Et on fait tout ce qui est également bilan prévisionnel. Donc les bilans prévisionnels immobiliers pour des investissements immobiliers, notamment pour accélérer les demandes de prêts, et les bilans prévisionnels professionnels. C'est-à-dire qu'on fait aussi des bilans pour n'importe quelle activité commerciale. Si on n'a pas le savoir, on s'appuie sur un expert comptable. Mais ça nous permet dans certains cas souvent d'aller beaucoup plus vite dans l'obtention notamment du prêt derrière pro quand il y en a un, puisque souvent on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois le bilan pour donner à la banque et pour obtenir le prêt. Nous, les bilans, on met 1 semaine à les faire. Voilà, donc on accélère le processus du prêt. Alors, pourquoi les prêts? Alors, on a aussi le Family VIP. Je vous en parle rapidement. Le Family VIP, c'est un abonnement mensuel qu'on propose aux clients qui donne accès à un expert, son numéro de téléphone en permanence. On propose un rendez-vous annuel tous les ans pour faire un point sur la situation des clients. Et ça apporte une remise de 10% sur toutes les prestations du groupe. Puisqu'en fait, Prélis, maintenant, c'est du prêt immobilier. C'est du prêt professionnel. On a des experts qui font donc des anciens banquiers pros qui font que du prêt professionnel. On fait du regroupement de crédit, donc regrouper du prêt IMO, prêt conso pour en faire qu'un, et toutes les prestations de Prélis Family. Donc, ça apporte 10% de réduction sur tous les honoraires du réseau, voilà, sur toutes les prestations. Voilà, du coup, on passe aux questions. On passe aux questions, et juste précision, mais on le dit, on le martèle, Prélis Family, c'est 100% conseil et 0% produit. Nous ne vendons rien, ni PER, ni PEA, ni assurance vie, et ni bien entendu bien immobilier. Nous sommes là pour de la prestation de conseil, pour vous, en tant que partenaire, et pour les courtiers,
pour être le facilitateur de business. Je crois que tu as cité ce terme. Voilà, c'est exactement ça. Mais tu as raison d'en parler parce que c'est d'ailleurs dans notre logo, hein, 100% conseil, 0% produit, mais c'est l'élément qui fait aujourd'hui que ça fonctionne et très bien. Encore une fois, c'est que comme on ne vend aucun produit financier, aucune assurance, aucun immobilier, ben, il y a une objectivité totale sur les conseils qu'on préconise et ça, les clients adorent. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas derrière, comme un assureur ou n'importe qui voudrait, tiens, tel mois ou telle année, il faut qu'on vende tel produit. Non, là, c'est une stratégie complètement neutre et donc ça permet ensuite de mettre en place des préconisations. Donc c'est pour ça que ça fonctionne très très bien. Bonne précision, mon Fabien. Pas de souci. Allez, je suis prêt pour les questions, vas-y. J'espère que je pourrai répondre à tout. On enchaîne. Alors, SCI à l'IR ou à l'IS, est-ce possible d'avoir des précisions? Alors, on en a donné. Il y avait peut-être une question aussi là-dedans, c'est est-ce qu'on peut passer de l'IS à l'IR et vice-versa? Est-ce qu'on peut changer? Alors, oui, on peut changer. Ce n'était pas le cas avant 2019. On avait plus un cadre législatif qui nous imposait des choses, mais on peut, dans les 5 premières années, réopter pour l'un ou l'autre des impôts, mais au bout de 5 ans, ensuite, c'est figé. On ne peut plus changer. Donc, quelquefois, il peut être intéressant, quand on a fait une SCI, on parlait de type sur Internet, à l'impôt sur le revenu, on n'a pas fait attention, de vite passer à l'IS parce que on se fait massacrer, excusez-moi du terme, mais au niveau de la pression fiscale et sociale afférente au revenu. Ok. Je reviens là-dessus, parce que tout à l'heure, je vous ai dit de vous rapprocher auprès de votre conseiller Prélis Courtage. Vous pouvez aussi, là, après le webinaire, prendre le numéro de téléphone là, qui est affiché, 02 62 70 70 78, ou envoyer un mail sur contact@prelisfamily. Ça arrivera sur Fabien et qui redirigera vers un CGP s'il y a besoin. Voilà, si vous avez des besoins de création de société ou d'autres questions auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui. Bonjour au Sable d'Olonne. Bonjour au Sable d'Olonne. En dehors des accords pour en dehors des accords pour les travaux, le gérant a plein pouvoir. Est-ce que le gérant a plein pouvoir pour des accords pour les travaux? En termes de plein pouvoir, le gérant n'a jamais les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir généralement tout ce qui est acte de disposition, c'est-à-dire la vente des actifs, doit être soumis à l'Assemblée générale extraordinaire. Tout ce qui est cautionnement sur les actifs de la SCI doit lui aussi. Donc, le gérant peut avoir des pouvoirs d'entretien, peut avoir des pouvoirs de changer les locataires, de changer l'agence immobilière, peut avoir les pouvoirs de faire opter pour telle ou telle chose, mais ça, c'est statutaire. On ne peut pas y déroger et il y a quelques pouvoirs dédiés à la GE. Donc, okay. Rédaction. Il y a quelques questions, là, je ne les pose pas parce qu'on y a répondu durant l'échange. Après un achat en nom propre, comment rebasculer le bien sous SCI? Alors, on a souvent le cas où on se dit, j'ai acheté au nom de monsieur ou au nom de madame, ou j'ai acheté avec monsieur, madame, et finalement, j'ai fait une bêtise, je devrais passer en SCI. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 écueils à cette opération, c'est que on change de propriétaire. Donc, si on change de propriétaire, on passe de monsieur, madame vers la SCI familiale, on va les appeler comme ça. Donc, c'est une vente. Donc, plus-value potentiellement. Donc, on va essayer, si ça ne fait pas si longtemps que ça, de dire j'ai acheté 200, je vais revendre 200. 2, il y a quand même des émoluments de notaire à payer, puisque on passe d'un propriétaire A à un propriétaire B. Il n'y a que sur les terrains à bâtir avec des engagements de construction où on peut avoir des droits d'enregistrement, donc on va les appeler frais de notaire, entre guillemets dans le jargon, faibles, jusqu'à un droit fixe de 150 €. Mais malheureusement, un bien immobilier mal acheté au départ peut vite recouter les frais et droits d'enregistrement et plus-value. Ok, pour ceux qui partent là avant la fin, pas de souci, mais si vous voulez nous laisser un petit message dans le chat, savoir si vous avez apprécié l'échange ou vu que c'est la première fois qu'on fait ça, voilà, savoir si ça vous apporte des éléments, si on continue, si on change le format. N'hésitez pas à commenter. Question, si je comprends bien, il faut environ 3 000 €. Donc ça, c'est une question qui a été posée pendant qu'on échangeait sur le coût de la SCI. Alors, je vais y répondre, puisque là, je peux répondre. Là, tu me dis si je me trompe, c'est 1 500 € pour la création d'une SCI, le dépôt au greffe, donc constitution de la société. Et ensuite, c'est 500, 600 € de coûts d'expert comptable tous les ans, plus plusieurs biens.
mais c'est à peu près les seuls coûts. Il peut y avoir 20-30 euros de frais de compte bancaire, puisque la banque va demander d'ouvrir un compte bancaire. Hein, mais c'est les seuls coûts qu'il peut y avoir. Oui. C'est ça. Hein. C'est ça. Et y a-t-il un document récapitulatif de tout ce qui est dit lors de ce webinaire? Donc ça, c'est une bonne question aussi. On enverra un replay. Donc il y aura un replay. Vous pourrez avoir le replay de l'échange. Prélis Family, c'est vous qui allez rédiger les statuts de la SCI? La réponse est oui, on vient d'en parler. Pouvez-vous revenir sur l'abattement de 20% en cas de succession de parts de SCI? Est-ce que tu peux revenir? Bien sûr. Précise. Alors, sur la résidence principale, j'insiste, parce que on parle de 20% part de SCI, non. Il vous arrive quelque chose, le notaire va faire quoi? Il va faire évaluer le patrimoine immobilier et au niveau de ce patrimoine immobilier, au niveau de la résidence principale, il va appliquer un abattement de 20% et c'est cette base-là, donc 100 000 moins 20% de 80 000, c'est cette base-là qu'il va ajouter au compte bancaire, à la voiture et ainsi de suite pour déterminer le montant des droits de succession. Si, au lieu de retrouver la résidence principale en direct, 100 000 euros moins les 20%, on retrouve des parts de SCI qui détiennent cette même résidence principale, le notaire ne pourra pas appliquer sur les parts sociales l'abattement des 20%. Donc, dans la succession, la valeur de la résidence principale sous couvert des parts de SCI sera de 100 000 versus 80 000. Voilà, c'est ça la précision sur les 20%. Ok. Merci pour la réponse. Autre question. Pour une résidence principale d'environ 130 000 euros dans le cas d'une famille recomposée, si les parents décèdent, les enfants seront-ils taxés à quelle hauteur? Alors, il faut peut-être avoir un logiciel là qu'on a en interne. On a beaucoup de logiciels. Voilà, mais... Alors, je vais essayer de répondre en généralité. Bien sûr, après, c'est du cas particulier. Donc, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux choses. La résidence principale, si elle est cédée, on est d'accord, il y a une exonération de plus-value. Je mets ça de côté. Maintenant, si je comprends, donc c'est une valeur de résidence principale de 130 000 euros, là, ça va dépendre. Est-ce que les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, sont mariés sous un régime de communauté? Est-ce qu'il y a eu une donation au dernier vivant? Est-ce qu'il y a eu des donations antérieures? Et en fonction de tout ce mélange, excusez-moi du terme, eh bien, on va pouvoir dire quel type d'abattements vont s'appliquer et donc quel coût, in fine, pour les enfants du premier mariage ou les enfants communs ou les enfants de chaque personne. Donc là, je ne peux pas plus répondre, mais ça dépend du régime matrimonial et des actes pris à côté. Donc là, dans ce cas-là, il faut appeler au 02. C'est ça? Voilà. 02 62 70 70 78. Exactement. En IS, la taxe est de combien à la vente du bien? Alors ça, c'est pareil, ça se calcule en fonction du... Oui, ça se calcule, mais aujourd'hui, l'IS, pour faire très simple, il est à 25%. Donc, je vais faire une réponse de Normand, je vais vous dire 25%. Attention, au niveau de l'IS, comme je vous disais, les amortissements sont recalculés et requalifiés au moment de la vente. Petit exemple très rapide, Damien, j'achète 200 000 euros, je revends 400 000 euros. Pour nous tous, dans le jargon, ça veut dire que j'ai fait une plus-value de 200 000 euros. Oui, mais peut-être que sur ces 200 000 euros d'acquisition du bien, j'ai passé 100 000 euros d'amortissement. Et le fisc va dire, les 100 000 euros d'amortissement, je les requalifie et je reprends les 200 000 euros de plus-value. Et donc, j'ai une enveloppe de plus-value de 300 000 euros. Et 300 000 euros à 25%. Okay. J'espère avoir répondu. En SCI à l'IS, comment peut-on se verser des dividendes pour vivre de ces rentes? Très, très bonne question, parce que c'est vraiment... Non, mais la question est excellente. Merci de l'avoir posée, parce que c'est vraiment le leitmotiv de la création d'une SCI à l'IS. Je prends 30 secondes pour faire une digression. C'est ça le but. C'est d'avoir une SCI qui ne coûte pas cher au moment de la vie pour ne pas se faire massacrer à l'impôt sur le revenu. Et à un moment donné de la vie de la SCI, le prêt s'arrête et on se retrouve avec une SCI, exemple, qui a 5 000 euros de loyer tous les mois. Donc, à la fin de l'année, ça fait 60 000. Eh bien, comment fait-on pour récupérer ces 60 000? C'est que, formalité, au mois de mai, quand on a une clôture d'exercice au 31/12, on fait une assemblée générale et on décide de distribuer, exemple, 50 000 euros à l'ensemble des associés. Si j'ai monsieur, madame 25-25, les enfants, 2 enfants 25-25, je vais distribuer sur ces 50 000 12 500, 12 500, 12 500 à chacun. Et là, va s'appliquer la fameuse flat tax de 30%. Donc, en net, chacun récupérera 12 500 moins 30%. OK. Question d'actualité
en ce moment. Peut-on bénéficier des aides? Alors, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse. Hein. S'il y a des réponses qu'on n'a pas, on va chercher, on vous la donnera. Mais peut-on bénéficier des aides pour rénovation énergétique en SCI IS? Alors, effectivement, là, ça va être une question, je ne vais pas botter en touche. Il y a eu des aides ou des points qui ont été mis où l'investissement en SCI faisait barrage à certains prêts, par exemple, hein, ou faisait barrage à certaines aides. Donc là, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment le sujet à la mode des passoires énergétiques, hein, des PE, F, E ou G, enfin, tu es plus spécialiste que moi. Donc, effectivement, il faudrait avoir plutôt les textes et regarder ça tranquillement pour savoir si les aides potentielles d'État peuvent s'appliquer. Est-ce que le fait de ne pas avoir les aides ou de les avoir entraîne ou pas une taxation dans le temps plus importante? Parce que peut-être qu'effectivement, on va avoir 10, 20, 30, 50 000 d'aides, mais si c'est pour les remettre en impôt sur le revenu derrière, voilà, donc tout ça se calcule aussi. C'est ça la question, c'est surtout la question de la prime rénov ou d'actualité avec la loi climat. Et sur une SCI à l'IR, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais c'est surtout sur la SCI à l'IS. Voilà, il faut, on va noter la question, on va creuser ça, parce que c'est des questions qu'on aura. Ouais, des questions qu'on aura. Ok. Si plusieurs SCI existantes, est-ce qu'une holding serait intéressante? Alors après, la baguette magique de la SCI. On a prévu ce thème-là dans quelques temps, là, sur la holding. La holding, une baguette magique. Voilà. En fait, la holding, et puis je vais faire juste une digression et on fera le thème avec vous avec plaisir, c'est un outil pour faire circuler l'argent. C'est-à-dire que quand on a une SCI où la personne posait la question qui a les 50 000 ou les 60 000 que j'évoquais tout à l'heure, on en a une deuxième qui a 120 000, on en a une troisième qui a 140 000 et on a un nouveau projet, comment faire que ces trois sommes-là ne subissent pas la flat tax de 30% et nous permettent d'acheter le quatrième, le cinquième et le sixième projet. C'est là que le mécanisme de la holding intervient ou l'intérêt de la holding intervient, c'est de pouvoir en fait faire remonter cette trésorerie et de recréer des branches en dessous. Donc oui, la holding avec plusieurs SCI a un intérêt. Maintenant, attention, la holding, c'est aussi un coût de création, c'est un coût de mise en place, c'est un coût comptable. Quelquefois, les solutions simples sont souvent les meilleures. Il n'y a pas d'intérêt de créer une holding. Donc, c'est du cas par cas qu'on étudie aussi, effectivement. Ok. Merci pour cette réponse. Peut-on acheter en nom propre un bien, puis 5 ans après, faire acheter le bien par une SCI à l'IS? Alors, on a répondu, je pense, bien sûr qu'on peut. Voilà, mais il y a plus-value et droit d'enregistrement à régler. Question en relation avec les prêts. Comment faire au moment de la vente de ses parts de SCI à son associé ou autre détenu à 50-50 avec un crédit en cours pour laquelle on est caution solidaire? Et oui, effectivement, on est toujours caution dans les SCI. Donc, comment faire au moment de la vente? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Comment faire pour vendre les parts de SCI ou vendre le bien à 50-50 avec un crédit en cours pour laquelle on est caution solidaire? La caution. Alors, en fait, il va falloir que l'établissement financier, je pense, qui a mis le prêt en place, agrée ou valide le nouvel associé qui va se présenter au niveau de sa capacité à honorer la dette au même titre que la personne qui cède et switcher finalement l'annulation de la caution de l'un pour la prise de la caution de l'autre, pour que cette personne qui vende n'ait plus d'engagement si malheureusement les associés ne payent plus à l'intérieur de quelque chose qu'il n'a pas. Enfin, ça deviendrait ubuesque. Peut-on mettre plusieurs biens IMO dans une SCI ou faut-il créer une SCI par bien IMO? La réponse, moi je l'ai, on peut mettre 2, 3, 10 biens IMO dans une SCI, il n'y a pas de limite. C'est ça, tu confirmes? Il n'y a pas de limite. Il y en a certains qui disent un bien, une SCI. Après, ça commence à devenir compliqué. Quand on veut transmettre le bien 1 à l'enfant 1, le bien 2 à l'enfant 2, ça peut avoir quelque chose. Ensuite, quelquefois aussi, ne créer un beau vaisseau avec un beau cash flow à l'IR ou à l'IR. Enfin, voilà. Donc, oui, on peut en mettre plusieurs et il est intéressant de gonfler quelquefois une SCI. Même pour le financement, c'est quelquefois, Damien, je pense, beaucoup plus simple d'avoir quelque chose qui est rentable, qui tourne, qui rassure la banque derrière pour le financement. Avec des bilans existants, effectivement. Voilà. Question intéressante, en cas de décès, est-ce que les frais de succession sont différents quand on possède une SCI?
Non, hormis la petite subtilité que je vous ai donnée sur la résidence principale, mais non, quand on a un bien immobilier qui vaut 500 000 euros et un passif qui vaut 300 000, ça vaut 200 000 dans la succession. Et au niveau de la SCI, bah, on a un actif de SCI qui vaut 500 000 et un passif de SCI qui vaut 500 000, donc les parts de SCI valent 200 000. Donc hormis résidence principale avec l'abattement des 20%. Ok. J'entends parfois de mes clients, je ne veux pas léguer de SCI à mes enfants, est-ce justifié et quoi leur répondre? Ben, ils vont leur léguer des problèmes en indivision. Est-ce qu'ils préfèrent travailler avec les enfants sereinement en réglant statutairement les droits des uns des autres, en réglant la gérance, en proposant la gérance à un enfant peut-être plus capable de gérer, d'administrer les biens, plutôt que de leur refiler, excusez-moi du terme, la patate chaude, je ne suis plus là, les enfants se débrouilleront, ce qu'on entend aussi, hein, et ça peut être une philosophie, j'ai pas de souci, mais les mettre en indivision, en plus, si on a une famille recomposée, ben, on revient sur l'introduction, on va avoir des maisons délabrées parce que l'un ne veut pas payer tels travaux, l'autre dit non, l'autre ne veut pas donner les clés, enfin, des choses que l'on voit malheureusement sur le terrain. Alors, question très intéressante pour comprendre, encore une fois, de Prélis Family qui est assez novateur. Quelle est la différence entre vos prestations, donc les prestations de Prélis Family, et celles d'un expert comptable? Très, très, très bonne question. On n'est pas contre un expert comptable ou en front avec un expert comptable, mais on est en collaboration avec eux. D'ailleurs, que ce soit un notaire, que ce soit un avocat ou un expert comptable. Prélis Family se place au milieu de la mêlée. On va raisonner plutôt en family office. Donc, c'est de travailler les objectifs et les besoins du client, de raisonner sur ses besoins et de travailler en collaboration avec l'expert comptable. Si on prend le sujet de la SCI, l'expert comptable, si c'est une simple déclaration 2072, ne fait peut-être pas ce type de déclaration. Par contre, si c'est un bilan comptable parce qu'on est à l'IS, bah, c'est l'expert comptable qui va faire. L'expert comptable ne va pas pouvoir quelquefois faire un bilan patrimonial complet. Il n'a pas les outils, il n'a pas quelquefois la technicité, hein, pour certains, sur la transmission. Donc on travaille avec tous ces métiers du chiffre et du droit en interprofessionnalité. On y tient beaucoup chez Prélis Family. Donc Alors, on n'est c'est pas le propre, opposés et on les aime bien. Voilà. je rebondis là-dessus, mais c'est le propre d'un family office. Un family office, c'est des sociétés qui gèrent normalement des patrimoines de grosses familles, très fortunées. On est aussi family office. Et l'intérêt de travailler avec Fabien ou Prélis Family, notamment pour les professions libérales surtout et les chefs d'entreprise, c'est que dans la vie d'une entreprise, on a des conseils d'un notaire, des conseils d'un expert comptable, des conseils d'un avocat, des conseils d'un banquier qui sont tous des bons conseils, sauf qu'on empile des choses qui ne sont pas centralisées. Et donc, centraliser toutes les stratégies à mettre en place patrimoniales en fonction d'un contrôle technique, d'une photographie à un instant T, n'a rien à voir que de prendre un bon conseil d'un expert comptable cette année, prendre un conseil du banquier l'année d'après. Voilà, c'est un empilement de millefeuilles qui souvent est dangereux sur un patrimoine. Donc, un patrimoine demande une stratégie à court, moyen et long terme. Donc, c'est propre au family office. D'où le bilan ou l'audit patrimonial, qui est, pour vous donner des coûts, un petit peu, avoir des idées, c'est entre 890 et 1500 euros selon le patrimoine. Ce n'est pas des énormes coûts, mais ça permet d'éviter de faire des bêtises au niveau du patrimoine. Voilà. Donc, bonne question. 6 travaux sur un bien SCI, amortissement possible, fin d'année sur impôt. Ça, on a répondu. Voilà. Pourquoi choisir une SCI pour du locatif? On a répondu, non? Je pense que éviter l'indivision, choisir son impôt et puis intégrer des associés ou les enfants, oui. Ouais. Cas concret, un couple, la cinquantaine, détiennent une résidence principale, un appartement loué et une résidence secondaire. Ils ont 2 enfants majeurs. Est-ce qu'il y a un intérêt de créer une SCI familiale? Donc là, de ce qu'on comprend, c'est une détention en direct des biens. Est-ce que c'est intéressant de créer une SCI, de racheter finalement les biens et de les mettre dedans? Oui, je vous prends un exemple. Si ces gens-là ont une stratégie de transmission, ils vont peut-être s'intéresser à faire des donations, donc ce qu'on appelle des donations partage, qui veut dire que chaque enfant reçoit la même chose au même moment. Moi, je ne suis pas très pour donner la résidence principale parce que c'est l'actif qui nous reste
pour partir potentiellement en maison de retraite et ne demander d'avis à personne pour vendre sa résidence principale et payer malheureusement si on doit 3, 4, 5 000 euros par mois pour sa maison de retraite. Mais pour les deux autres actifs, si j'ai compris, il y a une résidence secondaire et un bien loué. Ça va éviter le fait de les passer en SCI et ça peut éviter de les mettre en indivision finalement parce que la résidence principale, enfin pardon, la résidence secondaire et l'appartement loué n'ont peut-être pas la même valeur. Donc le notaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre à 50-50 et finalement, on n'a pas réglé cette problématique d'indivision, alors qu'une SCI peut régler cette problématique en donnant des parts et en donnant 20% des parts ou 25% des parts de l'un ou l'autre. Donc oui, il y a toujours un intérêt d'étudier. Ouais, ça reste un calcul, puisque tu vas quand même, un inconvénient, repayer des frais de notaire, plein pot, sur les 3 acquisitions, il me semble. Alors, tu vas repayer, bien sûr, puisqu'on change de propriétaire, donc on passe de monsieur, madame à une SCI. Par contre, peut-être que le mécanisme de la donation va nous permettre, sur les parts de SCI, d'avoir le gain que l'on va amortir à cause du coût que l'on a mis en place. Donc, c'est tout ça en chiffre pour les clients, Damien, c'est important. On chiffre bien tout ce qui sont les frottements et tout ce qui sont les intérêts et que le client sache à quel moment le montage est intéressant pour eux. Le process de bascule de nom propre à SCI est-elle la même qu'un héritage? Je ne comprends pas trop la question. Quand on hérite, soit on hérite de parts de SCI, soit on hérite de biens en direct. Et pour passer en SCI ou pour revenir en direct, on change de propriétaire. Donc, on a les mêmes écueils, en fait. Si j'essaie de répondre rapidement à ça. Voilà. OK. Ensuite, j'ai merci à vous deux, ça nous fait plaisir. Je te le dis, tu lis pas les réponses. Format au top, merci, très enrichissant. Donc, ça nous fait. Merci à vous, vraiment, merci beaucoup. C'est le premier, donc a priori, c'est une réussite. On a eu jusqu'à 200 personnes là au plus haut. Donc, c'est plutôt pas mal pour une première. Alors, question technique aussi, avez-vous des outils d'évaluation des prix immobiliers afin de faciliter la recherche d'un bien et ou une prise de décision d'achat, particulièrement dans l'ancien et plus particulièrement encore en Malraux ou monument historique, MH, les prix semblent tellement élevés qu'il est parfois difficile de se positionner. Alors, nous n'avons pas d'outils, nous. On n'est pas comme vous, soit agent immobilier, soit expert auprès d'un tribunal pour travailler la valorisation. Et ce n'est pas notre métier. Et heureusement qu'on ne me le confie pas à moi parce que je ne sais pas le faire. Je peux vous dire d'autres choses, mais ça, je ne sais pas le faire. On utilise potentiellement pour avoir une première approche, mais qui vaut ce qu'elle vaut et que vous êtes des puristes, vous allez me dire que ça ne vaut rien. Mais moi, je regarde Etalab, le site du gouvernement, qui nous permet, que ce soit sur impôt.gouv ou Etalab, de voir un peu les comparables autour. Mais vous verrez comme moi que les comparables, c'est que j'ai une maison, la surface du terrain et le prix au mètre carré, mais je ne sais même pas les prestations qu'il y avait à l'intérieur, si c'était à refaire à des travaux et ainsi de suite. Donc, non, pour répondre, je n'ai pas d'outils, moi, pour faire ça. Bon, c'est la première colle qu'on te pose, c'est beau quand même, en 48 minutes. Oui, et puis il faut reconnaître cette capacité d'évaluation que l'on ne sait pas faire. Nous aussi, on s'appuie quand on a besoin, quand un client vient nous voir pour des transmissions immobilières, on le renvoie vers ses partenaires agents immobiliers pour faire évaluer les biens. Ce n'est pas à nous de le faire, on ne sait pas le faire. Ouais, c'est sûr. L'avantage de faire racheter le bien propre à une SCI, c'est de sortir du cash, plus les avantages de la SCI, bien sûr. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, ça. Alors oui. Alors, je vais mettre oui, mais virgule. Ce que veut dire cette personne, c'est, en fait, je suis propriétaire d'un bien, 500 000, je le vends à une SCI, ma banque me prête 500 000, je me retrouve avec 500 000 de cash et des loyers moins taxés. Et une SCI qui tourne, donc au bout d'un an, enfin au bout de 10 ans, j'ai 1 million, 500 000 de cash et 500 000 de valeur de SCI. Aujourd'hui, ces montages de vente à soi-même, c'est la terminologie, sont très regardés par les banques, de moins en moins enclins à prêter sur ce type de sujet. Donc oui, c'était l'Eldorado il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On l'espère avec Damien que tout va se réouvrir et qu'on puisse avoir des vrais montages patrimoniaux parce qu'il y a des vrais intérêts d'avoir un bien propre et de le remettre dans une SCI familiale, famille recomposée. Pas de sujet. Il faut juste qu'on trouve l'équilibre aujourd'hui entre du prêt bancaire et du crédit vendeur, donc une quote-part que la personne accepte d'attendre pour se voir payer. Mais oui, bien sûr, vous avez raison, ça fait partie des stratégies patrimoniales.
faut-il, question très très intéressante qui arrive à la fin, mais c'est comme ça, faut-il une comptabilité sur la SCI? En gros, de ce que je comprends dans la question, est-ce que c'est une obligation d'avoir un expert comptable sur une SCI? Alors, la réponse est non, mais je vous dirai oui. Je m'explique. Aujourd'hui, SCIR, SCIS, on est d'accord, on a le choix entre l'un ou l'autre. À l'impôt sur le revenu, vous n'avez aucune obligation de faire appel à un expert comptable. Vous déposez une simple déclaration, ce qu'on appelle 2072 au mois de mai, qui est ensuite intégrée à une déclaration 2044. C'est un peu technique, mais en gros, voilà, c'est une prestation que propose Prélis Family au titre de sa déclaration à l'assistance fiscale impôt sur le revenu. Quand on est à l'impôt sur les sociétés, là oui, il faut déposer une liasse fiscale, qui est le domaine privé des experts comptables, donc vous avez besoin d'un expert comptable. Maintenant, j'amènerai juste une chose, c'est que, et là aussi, désolé, ça va être un tout petit peu technique, c'est que les apports que les uns les autres font dans la SCI, par exemple, chaque année, il y a un différentiel entre le loyer et le prêt, c'est l'un des deux époux qui amène, ou un enfant, ou un associé, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de 15 ou de 20 ans, s'il y a mésentente, il va bien falloir indemniser ce que quelqu'un a mis de trop dans la structure, rendre l'apport, puis ensuite rendre le gain entre les associés. Et ça, il n'y a que les comptes courants d'associés qui permettent de montrer ce que chacun a apporté. Et pour traduire des comptes courants d'associés, pour pouvoir les visualiser, il faut une comptabilité puisqu'ils sont au bilan d'une comptabilité. Donc, non à l'IR, oui à l'IS, très fortement préconisé pour ne pas se reprendre 20 ans d'extrait de compte, à savoir qui a apporté 10 euros, 15 euros, mais toi tu as repris 2 et ainsi de suite. Ok, donc je rebondis pour une SARL, une SAS, c'est une obligation. Oui, on est sur des sociétés commerciales, là il faut le faire impérativement. Ok. Question précise et personnelle. Propriétaire d'une maison depuis 30 ans, souhait de la modifier en 2 logements. Est-ce intéressant de créer une SCI avec ma fille? Alors, vous répondez à une chose qui est 30 ans, donc ça veut dire que vous n'avez pas l'écueil de la plus-value. Donc déjà, première chose, il n'y aurait que les droits d'enregistrement. 2, si vous n'avez qu'une fille, donc vous feriez une SCI avec elle, l'intérêt, ça serait peut-être, s'il y a de la rentabilité, d'opter pour l'IS, parce que vous ne pourrez pas le faire en direct. Donc oui, il peut y avoir un intérêt de faire ça, d'apporter, de payer malheureusement les droits d'enregistrement, mais peut-être que ces droits d'enregistrement, eu égard au loyer que vous allez toucher sans dette, puisque vous avez plus de 30 ans de bien, donc je suppose qu'il n'y a plus d'endettement dessus, seront largement et plus vite récupérés que l'impôt que vous allez payer dans le temps. Donc ça s'étudie, effectivement. Ok. Est-ce qu'un bien immobilier est considéré comme un actif? Oui, un actif immobilier oui, actif financier, actif immobilier, tout à fait. D'ailleurs, une SCI, on peut avoir d'autres choses. On parle de SCI, c'est le mot I immobilier, mais on a des SCP, c'est les avocats professionnels, des SCM, société civile normale. Enfin, il y a plein de SC. Nous, tout le monde dit I, généralement. C'est la plus connue. C'est la plus connue. Ouais. Quels sont les droits d'un usufruitier? Loyer, travaux? Alors ça, c'est dans le cadre d'un démembrement. Dans le cadre d'un démembrement, très, très bon sujet, parce que généralement, quand on parle transmission, on parle donation. Quand on parle donation, on parle démembrement. Et quand on parle démembrement et SCI, on se retrouve là-dedans. Je reviens au statut déjà. C'est tout bête, mais les statuts fixent les règles théoriques des droits de l'usufruitier et des droits du propriétaire. Et si ce n'est pas fixé dans les statuts, c'est le code civil qui s'applique. Donc généralement, on dit, je fais des généralités dans le timing qui nous est imparti, c'est que l'usufruitier a le droit au fruit de l'année, c'est-à-dire s'il y a des bénéfices dans l'année, c'est aux usufruitiers, et le nu propriétaire, lui, a le droit aux bénéfices non distribués futurs et aura la propriété future. L'usufruitier, c'est lui qui paye les impôts, c'est lui qui, en théorie, paye tout, sauf convention contraire ou sauf dans les statuts des accords entre les parties. Ok, si je comprends bien votre question, si je comprends bien, la SCI est vraiment utile en cas de couple recomposé, mais autrement, un couple classique, avec enfant, aucune utilité. Non, pour la transmission, j'irai plus loin que ce raccourci, si vous me permettez aussi l'expression. Ce n'est pas que pour la famille recomposée, c'est aussi pour éviter entre deux frères et sœurs d'une même famille qui peut-être ne s'entendront pas dans 6 mois ou dans 12 mois. C'est aussi choisir son impôt. Donc non, il n'y a pas que le famille recomposée et SCI. Le raccourci est peut-être un peu trop rapide.
Question, bonjour, y a-t-il encore de la fiscalité sur les dividendes versés une fois la flat tax payée? Ah non, ouais. Non. Non, à un moment donné, on va arrêter de payer. C'est-à-dire que il y a 100 000 de résultats, on paye l'IS à 25%, il reste 75 000. Sur ces 75 000, on distribue tout aux associés, on paye 30%, faisons simple, disons que ça fait 25 000. Il vous reste 50 000 dans votre poche et vous en faites ce que vous voulez, il n'y a plus d'impôts à payer. Okay. Alors par contre, la confusion peut venir il faut les mentionner sur sa déclaration d'impôt, comme quoi on a eu 75 000 euros de dividendes soumis à la flat tax qui ont donné lieu à 25 000, mais c'est tout. Ça ne régénère pas une taxation. Ok, impeccable. 2-3 petits messages pour nous. Là, merci de votre bonne humeur. Merci de ta bonne humeur, Fabien. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Très instructif, merci beaucoup. Très bon format, très intéressant à poursuivre sur d'autres thèmes. Alors, écoutez, on va continuer. Hein. On va peut-être même en faire plus souvent, on verra. Autre question technique, on m'a posé cela dernièrement. Pouvez-vous confirmer? Si votre SCI fait moins de 38 120 euros de bénéfices, vous serez imposé à hauteur de 15%. Si vous dépassez les 38 120 euros de bénéfices, vous serez imposé à 33%. Pour éviter ça, il peut donc être intéressant de créer plusieurs sociétés civiles immobilières de manière à dépasser le moins possible le plafond des 38 120 euros de bénéfices. Alors, donc là, on parle de société civile à l'IS, puisque là, les taux que tu me dis et les montants que tu m'annonces, c'est les seuils pour lesquels on parle de taux réduit à l'IS ou de taux majoré ou de taux normal à l'IS. Donc, on paye soit de l'IS à 25, soit de l'IS à 15. Le nouveau seuil, alors 38 120, c'était l'année dernière. Le nouveau seuil actualisé, c'est 42 500 euros, voilà, pour les exercices clos depuis le 31-12. Donc, oui, on a un petit gap à faire, effectivement, en créant plusieurs SCI qui permettent d'aller chercher à chaque fois le taux réduit. Si je vais prendre un exemple, hein, sur 40 000 euros, on a donc 10% d'écart, donc on gagne 4 000 euros. Coût de création d'une SCI, on l'a dit tout à l'heure, 1 500 euros. Coût de comptabilité, on l'a dit tout à l'heure, 500, 600 euros. Donc on est déjà à 2 000 euros engagés sur une première année pour aller chercher une économie de 4 000. Donc il ne reste plus que 2 000. Oui. Le peu qu'on ait besoin, bêtement, excusez-moi du terme, des loyers de l'un pour aider au financement de l'autre, on va distribuer de l'argent, payer l'impôt sur le revenu, la flat tax, pour remettre l'argent dans la SCI numéro 2. Ouais. Oui, ça existe, la multi-couche de SCI pour l'optimisation du taux réduit. La holding peut être intéressant pour ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion, où moi je suis plus fervent de la holding, mais je vous expliquerai pourquoi. Question, j'ai un ami qui est en maison de retraite, il voudrait vendre sa résidence principale qui lui appartient, héritage de ses parents. Peut-il le faire, sachant qu'il a 2 filles qui ne s'occupent pas de lui et sa femme est décédée? Ce pauvre monsieur. Alors, oui, effectivement. Alors, et malheureusement, c'est beaucoup de cas comme ça où les personnes se posent la question. Alors, ça va dépendre. Alors, il faudrait savoir la qualification du bien immobilier. Est-ce que c'est un bien propre qui appartient à cette personne ou est-ce que c'était un bien de communauté dont monsieur a récupéré potentiellement l'usufruit et les enfants la nue propriété? Si c'est le cas 1, monsieur bien propre peut vendre. Si c'est malheureusement le cas 2, il faut que les 2 enfants plus monsieur signent l'acte de vente, puisqu'il y a des droits en usufruit et en nue propriété. Donc là, je pense que techniquement, se rapprocher d'un notaire sera beaucoup plus simple pour voir l'origine de la propriété du bien immobilier et les prérogatives possibles de cette personne. Ok. Merci pour la réponse. Si travaux importants avec un prêt, l'usufruitier doit-il avoir l'accord du nu propriétaire? Alors, on est encore une fois, soit on est en direct, soit on est dans une SCI. Donc, on va considérer, puisque c'est le thème du jour, qu'on est en SCI. Le gérant peut tout à fait être une personne tierce qui ne connaît ni l'usufruitier ni le nu propriétaire, mais qui fait les travaux dans l'intérêt du patrimoine détenu par la SCI. Donc, vous voyez bien que là, ni usufruitier ni nu propriétaire ne sont intervenus dans l'acte de décision. Après, si la décision de faire des travaux requiert l'unanimité, la théorie veut que ça soit, encore une fois statutaire, veut que ce soit l'usufruitier qui vote pour les décisions ordinaires et avec la présence de nu propriétaire pour l'extraordinaire. Donc, selon le cas,
je vais te dire que c'est 1, 2 ou 3 et qu'il faut regarder le cas, malheureusement, si ça a été bien fait au niveau des statuts. Ok, et pour un premier, on est juste très très bon. Fabien, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a plus de questions et que ça fait 9 minutes 55 secondes. Donc 1 heure pile poil, impeccable. Et on a des remarques sur. Il n'y a que des commentaires positifs, donc franchement, ça fait plaisir, surtout pour aller partir en week-end. C'est franchement très très sympa. C'est merci. Quelle est la date de la prochaine? Et j'ai beaucoup de demandes sur la holding. Donc la holding prévue, on va regarder, on va peut-être l'avancer. Donc on vous enverra. Avec plaisir. On vous enverra les dates de webinar 15 jours avant, avec des relances. Donc vous serez prévenu 15 jours avant. Écoutez, super, merci, c'était top. La holding va nous intéresser, encore la holding. Voilà. C'était vraiment intéressant, merci beaucoup. Très belle première. Écoutez, que demander de plus? Merci d'être venu également. Nous aussi, on vous remercie déjà. Non, c'est super, ça fait plaisir. On va refaire ça avec grand plaisir. Et du coup, alors c'est un peu tôt, mais ça commence. On va quand même souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Et puis on se revoit au début de l'année pour. On va regarder, on va peut-être faire la holding rapidement, hein, Fabien? Allez, vendu. Vendu, on fait la holding. Merci à tout le monde. Bon week-end, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. À l'année prochaine, tout le monde. Merci. On va laisser les commentaires parce qu'on a des beaux commentaires. Bonne fête, tout le monde. Ça fait plaisir. Et puis bon business pour la fin de l'année. Le marché va redémarrer et l'année 2024 va être très bonne. Vous allez voir. Ça va être très positif. C'est ce qui commence à s'enclencher. Ok. Merci tout le monde. Salut. Merci tout le monde. Au revoir.